Bonjour Philippe Méry, c'est Mac Adébaran de la Gazette de Rennes-le-Château. Bonjour. Alors, bonjour, bonjour à toi. Nous sommes dans une interview donc, royale, hein. On peut voir ici le cadre royal. le cadre royal. Nous sommes chez Lebowska, Rennes-les-Bains, dans le cadre des conférences qui ont lieu à Rennes-les-Bains, où tu as fait une conférence sur Nikola Tesla. Et il y a le livre, donc, effectivement, Un éclair de génie, la vie secrète de Nikola Tesla, que tu as sorti il y a quelques temps. Et tu vas nous parler un petit peu de ce livre-là. Alors, en préambule, je t'avais déjà vu en interview 2 fois, et si tout n'était que mensonge, édition du Crapaud, Ouais. voilà, la véritable histoire de l'humanité, sur Rennes-le-Château et plein d'autres endroits. Mais là, on va passer donc du côté de Nikola Tesla. Tu vas nous parler un petit peu de sa vie, on va dire, et des grandes lignes, on va dire, de Nikola Tesla, et de ce que tu as découvert aussi par rapport à lui. Oui, tout à fait. Alors déjà, ce que je peux te dire et t'expliquer, c'est pourquoi je me suis intéressé à Tesla. En fait, dans mon précédent livre, il y avait 3 chapitres principaux. Le dernier était Bugarach et ses souterrains et ses éventuelles bases extraterrestres. Et en fait, ce chapitre avait laissé un certain nombre de lecteurs un peu dubitatifs. Et j'ai souhaité leur enlever le doute qu'ils pouvaient avoir en allant chercher chez un scientifique de renom des témoignages attestant de l'existence de ces extraterrestres et des ovnis. Et il se trouve que pour la réalisation d'un autre livre que j'avais fait sur la santé, je m'étais déjà intéressé aux ondes scalaires. Oui. Et donc il m'était facile d'aller voir ce que pensait Tesla sur le sujet. Et je me suis donc documenté sur la vie de Tesla, sur ce qu'il avait dit et écrit. Ça a été un dur travail parce qu'il n'existe pas grand-chose. Heureusement, j'ai trouvé un document majeur qui a été écrit par un Américain qui est son principal historien, qui s'appelle Mark Seifer. Et ce Mark Seifer a fait en plus un film en 2017, qu'on trouve d'ailleurs sur Canal+, dans les archives de Canal+, c'est en 5 épisodes. Et c'est un bouquin extraordinaire, un film extraordinaire qui nous explique exactement qui était Tesla, ce qu'il a fait. Ça, plus d'autres éléments à peu près la même époque, c'est-à-dire des années 17, 18, 19, 20, m'ont permis d'écrire le livre, effectivement, dont tu viens de parler. Alors, Nikola Tesla est donc connu pour les champs anti-gravitation, l'électromagnétisme, le courant alternatif. Il est passé un moment chez Edison, mais Edison l'a plutôt roulé, on va dire. Alors bien sûr, Edison a eu toute la gloire et toute la lumière, hein, pas comme les frères Lumière, mais pas loin. Et finalement, il était mis sous le boisseau. Donc le malheureux Tesla, avec tout son parcours, pourtant a eu quelques soucis à se faire connaître. Hein. Donc tu peux nous raconter un peu. Oui, alors en fait, Tesla a été un génie, comme beaucoup de génies, dès les premiers jours de sa vie. À 2-3 ans, il commençait déjà à inventer des machines et il s'est particulièrement intéressé à la foudre et à l'électricité statique. Et partant de là, il a fait des études d'ingénieur. Bon, il avait des dons multiples et variés qui sortent déjà de l'ordinaire, mais il était surtout très, très brillant. Et donc, en fait, c'est plutôt lui qui donnait des cours à ses professeurs que le contraire. Il a essayé de rentrer à Polytechnique. Malheureusement, il n'avait pas les moyens. En plus, il est arrivé le lendemain de la fermeture des inscriptions. Et donc, le côté études supérieures, pour lui, est passé comme un mauvais cauchemar. Par contre, du coup, il s'est inscrit comme assistant professeur de physique ou physicien, plus clairement, et il a pu commencer à faire des recherches et à mettre en application les intuitions qu'il avait. Car il s'agit bien d'intuition parce que ce brave Tesla, en fait, avait depuis son enfance des flashs lumineux qui le pénalisaient beaucoup dans la journée. Il était comme aveuglé. Et la nuit, le soir et la nuit, il avait des visions. Et ces visions, en fait, il les transformait en réalité. Et donc, il avançait très vite. Il avait une mémoire extraordinaire qui lui permettait de photographier un livre et de le mémoriser quasiment dans la seconde qui suivait. Et donc, il s'est intéressé à l'électricité plus particulièrement. Il est parti sur les conseils de certaines personnes en France, à Paris, dans une entreprise qui s'appelait Continental Edison. De Paris, il est allé à Strasbourg, toujours chez Continental Edison. Et là, il a étonné le responsable qui s'appelait Batchelor par ses capacités à résoudre des problèmes qui paraissaient insolubles.
Et il lui a conseillé, ce fameux bachelor a conseillé Tesla de partir aux États-Unis pour rencontrer Edison. Et donc il a fait une lettre de recommandation à Tesla. La lettre, voilà, elle était très courte, c'est cher Thomas Edison, vous cherchez un génie pour vous aider, il est devant vous. Oui. Et il devait remettre cette lettre à Edison. Edison qui était à l'époque le grand maître du courant électrique, mais du courant continu. Et Tesla arrive, va le voir, et lui explique qu'il a fait beaucoup mieux que le courant continu, il a trouvé les bases du courant alternatif. Et là, évidemment, c'était un concurrent redoutable, ils ne se sont pas du tout entendus, et l'histoire a commencé et très vite fini, parce que, en fait, pour commencer, pour le moucher, Edison n'a rien trouvé de mieux que de lui donner à dépanner une machine qui avait été livrée par les Allemands et qui ne marchait pas. Il était sûr qu'il ne pourrait pas la réparer. Et en fait, au bout de quelques jours, alors il lui avait promis en récompense, s'il arrivait à la dépanner, 50 000 $ de l'époque. Et donc, au bout de quelques jours, Tesla est allé le voir en lui disant, la mission remplie, je viens chercher les 50 000 €. Et là, Edison lui a répondu, mais non, mais c'était une blague à l'américaine, les dollars, vous savez, on joue avec. Mais c'était absolument pas ce que je comptais faire. Tesla lui dit, mais attendez, vous me l'avez bien dit, oui, je vous l'ai dit, mais c'était une plaisanterie. Et Tesla était complètement dépité. Edison lui dit, bon, allez, je vous augmente de 2 € votre mensualité. Et Tesla lui a dit, écoutez, gardez la monnaie, moi je vous quitte. Et il a quitté, et il est parti, et a commencé sa vie indépendante pour effectivement développer le courant alternatif, mais pas que. Il a développé beaucoup de choses, peut-être ce qu'on va voir. Alors, il naît en 1856 aussi, par une nuit d'orage. Ouais. Et c'est sa mère, dans l'Empire d'Autriche, ouais. Et c'est sa mère en fait qui dit qu'il était l'enfant de la nuit. Et alors ce qui est drôle, c'est que justement, il y a une rivalité aussi entre Einstein et Tesla, et il me semble bien qu'Einstein se faisait appeler le cavalier de la lumière. C'est ça. En fait, il y a eu de tout temps une compétition, mais cette fois-ci beaucoup plus amicale qu'avec Edison. Oui. En fait, tout le monde connaît la fameuse formule d'Einstein, E égale mc2, et en fait Tesla lui explique qu'en fait il a oublié une donnée fondamentale, c'est que le vide absolu n'existe pas, et que derrière le vide il y a autre chose, il y a l'éther. Alors cette notion d'éther était connue, mais il va plus loin, il dit que l'éther est un gaz qui est impalpable, mais qu'il est le support aux ondes scalaires. Il explique tout ça à Einstein qui ne veut rien entendre du tout, qui lui dit non, ma formule est bonne, et moi l'éther je ne crois pas, c'est du pipeau, et alors bagarre évidemment. Il faut reconnaître, il faut savoir surtout que, je crois qu'au moins une vingtaine d'années après, Einstein a reconnu ses erreurs et a sorti une nouvelle théorie quantique qui corrigeait un peu ce manque qu'il avait. Mais tous les scientifiques qui étaient du côté de Tesla à l'époque disaient qu'Einstein s'était trompé. Et les physiciens d'aujourd'hui continuent à dire qu'Einstein s'était trompé. Alors pour pallier au manque de sa fameuse théorie E égale mc2, on crée des trous noirs, des trucs, des machins, mais les physiciens sérieux disent qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a pas trouvé la bonne équation. À la même époque, il y avait les moteurs de Keeling. Keeling faisait des expériences justement sur l'électricité en 1897. Et l'éther, en fait, c'est aussi Enel. Enel, dans le temps passé, c'est Ether Enel, et c'était lié aux ondes scalaires. Alors justement, un petit aparté, mon grand-père Guiquieu travaille sur les ondes scalaires, et il reprend les travaux de Lakowski, qui lui aussi est un génie inconnu, qui a été même assassiné. Et donc, justement, ce qui est intéressant, c'est le corrélat, en fait, aussi entre les expositions universelles où il a participé, donc à Chicago, et à Paris, donc en 1889, et peut-être, alors c'est pour ça parce qu'on parle dans la Tartarie, peut-être que Tesla aurait secrètement alimenté toutes ces expositions universelles et fait une lumière incroyable, parce que les habitants des villes n'avaient presque pratiquement pas d'électricité, alors que ces expositions universelles étaient pleines de lumière, il y avait même des lampadaires, c'était incroyable. Et les voitures électriques aussi, qui pouvaient rouler 100 km. Ouais. Donc il y a on va dire, une technologie avancée, peut-être qui a été développée par Tesla, reprise ensuite par Lannerbe, d'une autre façon, plus pour le vril et tout ça. Bon, je vais condenser. Hein, mais... ouais. Alors, la vérité, c'est qu'en fait, le véritable précurseur de l'électricité, c'est Edison. Edison a développé le courant continu. Grâce à ses découvertes, il a pu électrifier et éclairer toutes les villes. Le problème qu'avait Edison, c'est que le courant continu, pour le transmettre, c'est très compliqué. On ne peut pas transporter le courant continu.
Et notre brave Tesla est arrivé là-dessus en lui expliquant que le courant alternatif permettait beaucoup plus d'applications et qu'il fallait arrêter tous les développements sur le courant continu pour le remplacer par du courant alternatif. Évidemment, il s'en est fait un ennemi. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que les différentes expositions dont tu parles n'ont pas été l'objet pour Tesla de se faire connaître, mais pour lui d'approfondir, de trouver des applications potentielles avec tout ce qui avait été découvert par d'autres personnes presque aussi brillantes que lui. Et là, il était très fort parce que, en fait, c'était non pas un inventeur, mais un améliorateur. Le mot. Pardon. Oui, il a copié, alors les tubes existaient avant, tout ça, il s'était mis bien avec tous les inventeurs, et il a développé et amélioré un certain nombre de choses qui lui a permis après de faire des systèmes, des moteurs et tout, beaucoup plus compétitifs. Mais il faut savoir qu'au début de sa vie, Tesla était très sensible aux honneurs de la jet set. Il avait connu une famille qui s'appelait les Johnston, qu'il avait introduit dans ce milieu-là, et donc il jouait un peu au showman. Et donc il aimait se faire connaître, il aimait faire des expériences en grand public, et surtout dans ces salons et expositions universelles, où il jouait avec l'électricité en créant des arcs électriques et tout. C'était vraiment presque du cirque. Voilà. Oui, exactement. Et d'ailleurs, on l'avait appelé, pas le sorcier, mais le magicien, Wizard en anglais. Et il y a un bouquin qui était sorti qui s'appelait Wizard, le magicien. Et en fait, dans ces expositions universelles, il exposait ses découvertes, mais aussi il prenait des informations qu'il développait aussi. Et c'est ce qui lui a permis d'atteindre cette notoriété. Seulement, au bout d'un certain temps dans sa vie, il s'est aperçu que tout le temps qu'il passait en réunion et en exposition, c'était quand même du temps perdu. Et puis les honneurs, il s'en est vite lassé. Il s'est aperçu que c'était bien pour l'ego, mais pas forcément bon pour l'avancement de ses travaux. Et il a donc décidé de moins participer. Et finalement, dans les dernières années de sa vie, il n'acceptait que de faire une conférence de presse, une fois par an, le jour de son anniversaire. Et là, il a invité tous les gens qu'il connaissait pour leur exposer ses évolutions. Les travaux de Tesla, d'ailleurs, ont été repris plus tard par l'Institut Boutard, Kabir Fidali et d'autres personnes qui ont travaillé sur ces sujets-là, mais d'une manière, on va dire, beaucoup plus discrète. En ce qui concerne justement aussi le Colorado, où il a développé aussi des choses importantes, ou des antennes, en 1901 aussi. Est-ce que tu peux en parler un petit peu aussi? Oui, alors en fait, Tesla avait mis au point ce que tout le monde connaît, la bobine Tesla. Oui. Et c'était aperçu que si on avait deux bobines Tesla, qu'on éloignait l'une de l'autre d'une certaine distance, on obtenait un champ électromagnétique dans lequel il se passait plein de choses. Même on pouvait y perdre sa vie, parce que c'est ce qui avait failli lui arriver si quelqu'un n'avait pas été là pour couper le courant électrique. Et donc il avait fait dans son laboratoire qu'il avait mis au point, enfin qu'il avait développé, aménagé et tout, dans un immeuble, une expérience importante. Le problème avec Tesla, c'est qu'il s'occupait de tout en même temps. Et si au 5e étage, il avait son laboratoire avec ses deux bobines Tesla pour faire des essais sur la transmission d'électricité, au sous-sol, il faisait des expériences sur la liquéfaction des gaz. Or, liquéfier les gaz, c'est très volatile. Avec une petite étincelle, ce qui devait arriva, il y a eu une explosion fabuleuse, l'incendie a brûlé et tout. Tesla a failli devenir fou suite à ça parce qu'il avait tout perdu. Et il s'est dit, l'expérience que j'ai faite là me laisse une trace, c'est qu'il ne faut pas faire ça dans un immeuble, il faut trouver un site beaucoup plus grand qui va permettre d'éloigner encore plus les deux bobines et donc d'obtenir des champs électriques encore plus importants. Et il se trouve qu'à l'époque, Colorado Springs était une ville un peu comme la Silicon Valley où tous les scientifiques se retrouvaient pour développer leurs produits. En 1899. Oui, 98 même. 98. Et donc on lui propose d'aller là-bas, on lui offre un terrain, on lui offre l'électricité parce qu'il y a une centrale très puissante qui produit l'électricité. Et Tesla, en fait, lui, ne produit pas d'électricité, il a besoin d'électricité qu'il va transformer. Et il va construire donc sa première tour, qui est en fait un bâtiment cylindrique avec une antenne qui fait 60 mètres. Et là, il va faire des expériences, pour capter les énergies qui viennent de l'univers, qui viennent, en fait, il capte l'électricité statique, ni plus ni moins, et il la transmet après par le sol ou de nouveau par les airs, grâce à une énorme antenne qui sert aussi bien à la réception qu'à l'émission. Et là, tout se passe bien, il arrive à faire des expériences fabuleuses, il arrive à illuminer, sans qu'il le demande, toutes les maisons de Colorado Springs, et puis il fait des expériences de plus en plus poussées, de plus en plus spectaculaires, jusqu'au jour où il fait sauter la centrale, et là c'est le tollé général, on en a marre de Tesla de ses expériences. Bon, il calme tout le monde en disant je vais payer, mais il s'aperçoit,
que son expérience est positive, mais qu'elle est encore trop petite et que donc il faut qu'il aille ailleurs. Mais au cours de ces expériences, chose très importante pour Tesla, il va entendre et capter des ondes particulières et il prétend avoir capté des messages d'extraterrestres. Et alors là, quand il a le malheur de dire ça, bah, c'était encore pire que maintenant. Quand on parle d'extraterrestres, on passe pour un fou. Et c'est ce qui s'est passé. Tout le monde a dit mais c'est n'importe quoi. Les bruits qu'il entend, c'est les bruits d'ondes qui se sont perdus dans le cosmos, mais c'est pas les extraterrestres. De toute façon, les extraterrestres n'existent pas, et ainsi de suite. Et donc lui a été considéré comme un fou. Ça ne l'a pas pour autant arrêté, puisqu'en fait, quasiment sans prévenir personne. 1901, Vandercliff. Pardon, exactement. Il va créer un deuxième centre, alors que l'autre n'a même pas amorti, il n'a même pas passé un an. Il va aller sur Long Island, au sud de New York, enfin sud-est, et là il va créer une antenne et un centre encore plus grand, avec une antenne qui fait, je ne sais plus combien, 60 mètres de haut. Et là, il va commencer à faire des expériences, mais enfin, la construction va demander beaucoup plus de temps parce que c'est beaucoup plus grand. Il va demander des investissements énormes. Et il trouve comme financier, en fait, JP Morgan, le père des banques dont on a beaucoup parlé en 2008. Et JP Morgan met de l'argent dans son projet parce qu'il pense que Tesla, ou du moins Tesla lui a promis ça, de surtout développer la transmission du son. À l'époque, c'était un sujet. Effectivement, il fallait transmettre des messages, on est en temps de guerre, ainsi de suite. Donc, c'est la radio, le téléphone et tout ça. Mais en fait, Tesla lui dit qu'il va faire des miracles dans ce domaine-là, mais Tesla se fiche éperdument de ce domaine-là. Et ce qui l'intéresse, c'est toujours capter de l'énergie et la retransmettre gratuitement aux gens et à l'humanité. Quand Morgan s'aperçoit de ça, il appelle Tesla, il se met en colère et lui explique que c'est fini dans du finance. Ouais. Alors, et pourquoi il s'est mis en colère? Effectivement, parce que, un, c'était pas l'objectif, et deux, Tesla lui explique qu'il va transmettre de l'électricité sans avoir à faire appel à des fils. Or, JP Morgan venait d'acheter des carrières de cuivre qu'il avait rendues énormément riches, et si on lui expliquait qu'on n'avait plus besoin de cuivre pour faire des fils, c'était la faillite pour lui. Donc il a foutu à la porte notre pauvre Tesla qui s'est retrouvé sans rien en 1903, qui n'a pas pu finir ses expériences, qui n'a pas pu finir la coupole en cuivre. Alors là, il avait quand même aussi besoin de cuivre, une coupole en cuivre qui devait être le summum pour obtenir le maximum de ce qu'il souhaitait de cette tour. Petit aparté, je parle souvent dans mes conférences des dirigeables fantômes de 1897, et ils avaient une technologie peut-être avancée avec des lumières justement qui éclairaient les villes. Est-ce que tu as eu dire, est-ce que Tesla s'intéresse à cette vague, ou est-ce qu'il y a des traces, est-ce qu'il en a parlé, ou parce que lui il a connu cette époque-là, 1899, il était en plein dedans. Est-ce que tu as eu des échos là-dessus? Alors Tesla avait commencé à dire que... Parce qu'il avait fait un bateau aussi, il avait fait un bateau alors, il avait en fait 1896. Oui, même avant, il avait fait un bateau télécommandé qui marchait sans énergie, puisque c'était l'énergie libre, il avait une antenne. Tout ça, ça a été démontré parce que le fameux Mark Seifer, dont j'ai parlé tout à l'heure, a refait toutes les expériences et démontré que ce n'était pas des rêves, c'était des réalités. Et donc, bon, après le bateau télécommandé, il s'est intéressé aux applications qu'on pouvait avoir en captant de l'électricité gratuite. Et il s'est intéressé aux ovnis. Et là, on peut penser qu'effectivement, ayant eu des contacts avec les extraterrestres, sans doute beaucoup plus intenses que ce qu'on a bien voulu dire, il a développé ce concept d'ovni. Et je pense qu'il y a eu 2 générations d'ovnis qu'il a développées. La première fonctionnait avec l'énergie libre qui captait grâce à des antennes. Et la deuxième série d'ovnis, sans doute, marchait comme aujourd'hui les ovnis marchent, avec un système antigravitationnel. Oui. Voilà. Donc il y a une évolution. Alors, effectivement, on est quasiment sûr qu'il s'est bien intéressé, puisque le lendemain de sa mort, le FBI faisait éruption dans sa chambre pour voler tous ses documents. Et de plus, on avait répartis dans plein d'hôtels différents. Oui, exactement. Tous ces documents, il y avait une centaine de mâles qui avaient été répartis parce qu'ils ne voulaient pas qu'on lui prenne ces documents. Et les Américains, le FBI et la CIA, enfin l'organisme qui était avant la CIA, qui est ouvert, Contail Pro, qui était partout dans les mauvais. Et ils voulaient récupérer ces documents. Et on a la copie d'un interrogatoire entre le FBI et son neveu, ça va Kozanovich, qui en fait témoigne que les Américains se sont intéressés surtout
au côté ovni de Tesla. Et ils ont longuement interrogé en lui disant, mais est-ce que vous savez si votre oncle avait des contacts avec les ovnis? Si oui, lesquels? Et ils lui ont montré des plans, des faux plans ou des plans qui n'étaient pas de Tesla, jusqu'au moment où ils lui ont montré un plan d'un ovni. Et le fameux neveu a dit, mais ça je reconnais, c'est l'écriture de Tesla. Et d'autre part, tout est codé et écrit en sanskrit. Or, le seul qui pouvait faire des plans en sanskrit, c'est Tesla, puisqu'en fait il s'était intéressé à l'hindouisme et qui maîtrisait tout ça, et qui s'est intéressé aussi aux Vimana, les fameux ovnis de l'époque, moins 5000 ans avant Jésus-Christ. Est-ce qu'il aurait été en télécommunication et l'écrivain en écriture automatique, un peu comme Orsic? Non, je ne sais pas. C'était plus intellectuel. Je pense qu'il avait suffisamment de relations directes avec les extraterrestres qui l'aidaient dans le développement de ses plans, mais c'était un scientifique classique. Mais il n'a pas étendu, on ne sait pas, il n'a pas précisé. Il n'y a aucun. Il n'a n'a donné aucun détail parce qu'il avait retenu la leçon quand Colorado Springs a expliqué qu'il était en contact avec les extraterrestres. Il s'est dit, je suis passé pour un fou, donc il a arrêté d'en parler. Je pense que les extraterrestres ont écouté, on collabore avec vous, mais le monde terrestre n'était pas prêt à entendre ces messages, donc n'en parlez pas. Mais très clairement, et entre autres une filière canadienne qui atteste qu'effectivement il a fait des essais, qu'il a fait construire des ovnis. Mais ça, on n'en a pas la preuve, mais il y a suffisamment de témoignages pour penser qu'il s'est intéressé au sujet et qu'il l'a développé. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer sur justement ta relation, ou ce que tu as appris avec Tesla, tu ne connaissais pas et qui t'a peut-être fait évoluer ou peut-être mis une connaissance particulière? Oui, alors Tesla, effectivement, ça a été une découverte pour moi parce que Tesla, on le présente toujours comme un scientifique qui a inventé le courant alternatif. D'abord, c'est pas vrai, il a simplement inventé des applications du courant alternatif. Mais surtout, c'était un très grand humaniste qui s'est intéressé à l'être humain, prioritairement. Et ce qu'il cherchait, c'est pas la notoriété, c'est pas la richesse, c'est améliorer notre vie. Et là, on voit derrière cette vision des choses, sans doute les extraterrestres qui ont lui expliqué qu'on était sur le mauvais chemin et que c'est pas l'argent qui fera notre bonheur, qu'il fallait améliorer nos relations sur Terre, qu'il fallait respecter la nature, qu'il fallait manger bio ou naturel, qu'il faut éviter de manger de la viande, que tout était vie autour de nous, que ces fameuses ondes scalaires, c'était peut-être ce qu'on appelait Dieu, et que ces ondes scalaires, on les retrouvait dans tous les éléments vivants, c'est-à-dire les êtres humains, les animaux, mais aussi les plantes, mais aussi les minéraux, et que tout ça, c'est un ensemble bien équilibré dans lequel, actuellement, les humains foutaient un foutoir pas possible, et que là, on allait dans le mur, et que si on ne changeait pas de mentalité, ça finirait mal. Alors, il explique tout ça, et en fait, on découvre un homme qui ne s'intéresse pas qu'aux sciences. Alors en plus, il faut savoir que Tesla avait une grande admiration pour tout ce qui était poète, les gens qui faisaient du théâtre, les écrivains, et ainsi de suite. Et il a fréquenté beaucoup de choses. Il a aussi beaucoup. Alors il a connu, évidemment, c'est un mythe de légende Rennes-les-Bains, puisqu'il avait rencontré à Paris, à New York, d'autres artistes, dont Emma Calvé, qui était cantatrice française très connue, qui est passée à Rennes-le-Château. Et tous les musiciens de l'époque, les grands compositeurs, il les a fréquentés. Donc c'était un homme vraiment polycompétent, et on l'avait restreint à une recherche sur le courant alternatif. En fait, c'est bien plus que ça. Malheureusement pour lui, il était trop brillant pour cette époque. Je pense qu'il est encore trop brillant pour la nôtre. On n'est pas prêt d'accepter tous les messages qu'il nous a passés, et encore moins de les appliquer. Néanmoins, j'ai fait un travail vraiment sans intérêt derrière, simplement pour que les gens comprennent que là, on a à notre service un homme extraordinaire dont on n'a pas tiré toutes les leçons. Et il y a quelqu'un qui est assez connu dans le coin, qui est Monique Mathieu, qui est un médium très connu en France, qui a dit qu'au 19e siècle, la Terre avait eu la chance d'avoir un génie qui était là comme un précurseur pour aider les hommes, et qu'on l'avait bafoué, ridiculisé et tout. Et elle parlait évidemment de Tesla. Et ce pauvre Tesla est mort en janvier 1943, non pas assassiné comme certains complotistes ont bien voulu le dire, non pas dans la misère, non pas affamé, mais il l'a dit lui-même en apparaissant à Geneviève Delpech, médium aussi connu, qui a fait un livre sur lui avec Didier Van Covela. Il lui est apparu une nuit en lui disant « Non, j'ai jamais été assassiné, mais je suis mort de chagrin, de l'incompréhension que j'ai ressentie quand je parlais à l'être humain des améliorations de l'énergie libre. » Et il dit l'énergie libre, c'était la solution pour que les gens arrêtent de courir après le profit et qu'on puisse vivre des choses plus intelligemment. Mais en conclusion, en fait, c'est vrai que l'histoire officielle a retenu
les travaux d'Edison, c'est un peu le côté noir, le côté obscur de la lumière, et lui c'était le côté lumineux, Ouais, justement. exactement. Et c'est d'ailleurs, c'est amusant ce que tu es en train de dire là, parce que c'est exactement ce qu'il faisait qui ressemblait à Léonard de Vinci, parce que chacun ont cherché la lumière et ils se sont aperçus l'un comme l'autre que pour que la lumière éclate dans sa réalité, il fallait des côtés sombres. Là, on a besoin du négatif pour avoir du positif. Eh bien, merci beaucoup Philippe Méry. On rappelle donc Un éclair de génie, la vie secrète de Nikola Tesla. Rappelle-nous l'éditeur. Alors l'éditeur, c'est une petite maison d'édition que j'ai créée avec ma femme. C'est Édition du Crapaud, 3W, Édition du Crapaud, en un seul mot et au singulier.fr. Et là, vous pouvez retrouver tous mes livres que je vous expédie le jour même, avec une petite dédicace si vous le souhaitez, à des prix différents suivant les livres. Et vous pouvez aussi trouver ce livre sur Amazon, bien sûr, et aussi en les commandant chez tous les libraires, puisqu'ils ont la possibilité de vous les procurer. Merci Philippe. Bonne lecture. À très bientôt.